Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, nous poursuivons avec Richard Verly, qui est aux États-Unis et qui nous avait raconté le Texas. La dernière fois que nous nous sommes vus, à un moment où on pensait que le Texas pourrait basculer du côté démocrate ou revenir démocrate, ce qu'il a été pendant très longtemps. Puis ensuite, Richard, vous êtes parti en Pennsylvanie. La Pennsylvanie, c'est l'État où tout s'est joué. Qu'est-ce que vous avez vu, observé, vécu en Pennsylvanie? Alors, il y a déjà, Philippe, évidemment, la liesse de ces dernières heures à partir du moment où les grands médias américains ont annoncé la victoire de Joe Biden. Je peux vous dire qu'à Philadelphie, c'était véritablement l'effervescence, comme cela a été le cas à New York, comme à Washington. Ça n'est d'ailleurs pas terminé. Les gens sont descendus dans la rue, dans le centre de Philadelphie, où se trouve, et ça c'est important de le dire, le centre de dépouillement des élections, puisque tout maintenant est concentré dans la ville de Philadelphie et notamment le décompte de ces fameux votes par correspondance qui font l'objet de la guerre juridique menée par Donald Trump. Donc, une liesse populaire, c'est incontestable, un soulagement aussi, mais avec une pointe d'inquiétude parce qu'il y a toujours cette crainte de voir débarquer des partisans de Trump qui, par exemple, voudraient assiéger le centre de convention où a lieu le dépouillement, ce qui pourrait donner lieu à des échauffourées, mais pour l'instant, ça n'a pas été le cas. L'ambiance est calme et je dois dire plutôt festive. Alors, pour l'instant, il faut préciser pour nos auditeurs que nous parlons samedi et il est chez vous 4 heures de l'après-midi. Tout à fait, exactement. Et donc la victoire, l'annonce de la victoire de Joe Biden est tombée il y a environ 3 heures. Et vous pouvez imaginer que pour tous ceux qui soutenaient le tandem Biden-Harris, c'est non seulement un soulagement, mais une fierté et avoir triomphé de cette épreuve qu'ont été pour eux les années Trump. Mais ça ne veut pas dire encore complètement triompher, puisqu'au même moment, et là c'est une coïncidence de calendrier absolument stupéfiante, au moment où CNN notamment donnait la victoire à Biden, eh bien, l'avocat principal de Trump, Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, était à Philadelphie pour dire que le président sortant ne concédera pas la défaite et qu'au contraire, ils vont redoubler d'initiative et de volonté sur le plan de l'offensive juridique dans cet État de Pennsylvanie qui a 20 grands électeurs et qui a permis à Joe Biden de l'emporter. Alors, cette offensive juridique, vous vous y êtes intéressé de près. Comment est-ce qu'elle est préparée? De qui dépend-elle et que peut-on attendre d'elle? Cette offensive, c'est évidemment Donald Trump qui la mène et la preuve, c'est les différentes interventions télévisées qu'il a faites depuis la nuit électorale et qui vont toutes dans le même sens. Cette élection, selon lui, est une élection frauduleuse. Il a employé le mot fraude à plusieurs reprises. On lui a volé la victoire et il cite toujours deux exemples. D'abord, le fait qu'il était en tête en Pennsylvanie pendant la nuit électorale jusqu'à 700 000 voix d'avance et que maintenant il a perdu l'État avec à peu près 34 000 voix d'écart. Il reste encore à peu près 20 000 voix à dépouiller. Donc ça, c'est la première chose qu'il cite comme exemple de cette fraude dont il dit être victime. Et la deuxième chose, c'est toute la question des votes par correspondance qui, selon lui, ont été l'occasion de frauder massivement pour le Parti démocrate. Il faut bien se rappeler que ce que dit Donald Trump aujourd'hui, ce n'est que le copier-coller de ce qu'il a dit depuis le début, depuis plusieurs mois, puisqu'il a toujours accusé les votes par correspondance d'être une source potentielle de fraude, alors qu'ils sont légaux, mais lui, il ne voit pas les choses comme ça. Il fait maintenant dans tous ses discours, et c'est repris par ses avocats, la distinction entre ce qu'il appelle les votes légaux, c'est-à-dire les votes qui ont été déposés dans les urnes la journée du 3 novembre, et les votes illégaux, ceux qui sont parvenus par correspondance. Petite ironie de l'histoire, Donald Trump lui-même a voté par correspondance, mais c'était en Floride, un État qu'il a remporté. Quelle forme peut prendre cette offensive juridique? Devant quels tribunaux et avec quelles possibilités de recours? Alors, il y a 3 degrés qui sont un peu compliqués à comprendre, mais qu'il faut expliciter. Le premier degré, c'est l'arme de destruction massive du scrutin, c'est la fraude. C'est-à-dire que, est-ce que les avocats de Donald Trump, dans les jours qui viennent, vont arriver avec des éléments qui prouveraient de manière indubitable qu'il y a eu fraude, c'est-à-dire non seulement
qu'il y a eu un problème lors du dépouillement, mais qu'il y avait une volonté de frauder. Et ça, c'est bien évidemment extrêmement difficile à prouver et tout le monde pense que ce n'est pas possible, que ce ne sont que des allégations de Donald Trump et qu'il ne pourra pas les confirmer devant les tribunaux. D'ailleurs, pour l'instant, ses avocats, eux, n'emploient pas le mot fraude, il est le seul à l'employer. Le deuxième degré, et là, c'est l'offensive que mène actuellement Rudy Giuliani, donc son avocat, l'ancien maire de New York, en Pennsylvanie, c'est de prouver qu'il y a eu des irrégularités techniques, mais aussi des problèmes avec les observateurs envoyés par le camp Trump dans les bureaux de vote. Bref, que le processus de dépouillement ne s'est pas passé comme il aurait dû se passer, ce qui par conséquent donnerait le prétexte d'une part à éventuellement l'interrompre, mais là on arrive au bout du dépouillement, et surtout à exiger un recomptage. Et il y a un État, par exemple, où le gouverneur, qui est républicain, s'est engagé à le faire déjà, c'est l'État de Géorgie, où Biden l'a finalement emporté, je crois, avec environ 7000 voix. Ça, c'est le deuxième front. Mais encore une fois, il faut des éléments très substantiels. Il ne faut pas seulement dire que des machines à voter sont tombées en panne ou que des urnes sont arrivées en retard, parce que ça, ce n'est pas une raison pour arrêter le dépouillement. Il faut pouvoir prouver qu'il y a eu une discrimination entre les observateurs du Parti républicain et les observateurs du Parti démocrate dans un État comme la Pennsylvanie. C'est ce que dit Giuliani. D'ailleurs, il a pris la parole aux côtés d'observateurs qui se disent avoir été lésés, mais pour l'instant, personne n'est venu corroborer ces dires et la commission électorale de Pennsylvanie, elle, a brandi une autre accusation en riposte. Elle a dit que des observateurs républicains se sont présentés dans les bureaux de vote, mais qu'ils n'étaient pas dûment accrédités et qu'il n'était donc pas possible de les accepter. Enfin, troisième front que cherche Donald Trump et qui sera très difficile à ouvrir, c'est celui de la Cour suprême des États-Unis. La Cour suprême des États-Unis peut se prononcer dans deux cas de figure bien précis. Premièrement, si une décision des tribunaux des États se trouvait anticonstitutionnelle ou inconstitutionnelle. Donc là, elle pourrait intervenir pour faire respecter la Constitution des États-Unis. Deuxième cas de figure, c'est s'il y avait des désaccords entre deux États, par exemple, sur la méthode de recomptage des voix. Là, la Cour suprême, à nouveau, pourrait intervenir pour rétablir l'équité. C'est ce qu'elle avait fait en 2000, on l'oublie, mais lorsqu'il y a eu ce fameux duel entre George W. Bush et Al Gore qui s'est terminé par la victoire de Bush acquise par 537 voix en Floride, la Cour suprême était intervenue, elle avait fait arrêter le recompte, parce qu'elle estimait qu'en recomptant une nouvelle fois les voix, la Floride se plaçait sur, disons, dans une situation d'inégalité par rapport aux autres États américains. Voilà. Donc, je crois que vous avez bien compris à travers mes explications que tout ça, c'est assez fumeux. En réalité, c'est un brouillard juridique que Donald Trump essaie de maintenir autour du scrutin. Mais pour l'instant, à l'heure où l'on parle, Philippe, il n'y a aucun exemple avéré ni d'irrégularité massive, ni de fraude intentionnelle. Ça se jouera donc d'abord devant les tribunaux de chaque État et ensuite éventuellement dans le cas de figure que vous avez évoqué, devant la Cour suprême, où Donald Trump a désormais 5 partisans, du moins c'est ce qu'on croit. Tout à fait. Alors, sur ce plan, Philippe, une petite précision, mais qui sera intéressante. La Cour suprême, par exemple, la Cour suprême des États-Unis, celle de Washington, s'est mêlée du scrutin en Pennsylvanie, puisqu'elle a dû intervenir sur le principe des votes par correspondance. Encore une fois, ces fameux votes illégaux selon Donald Trump. Le 20 octobre, la Cour suprême des États-Unis a décidé de ne pas changer la loi qui permet en Pennsylvanie à ces bulletins d'être reçus jusqu'à vendredi, c'est vendredi dernier, 3 jours après le scrutin. C'était un statu quo. Il y a eu 4 juges contre 4, un juge conservateur ayant voté avec les libéraux. Et là, dans les dernières heures, à nouveau, la Cour suprême a fait savoir à l'État de Pennsylvanie qu'elle gardait un œil sur le scrutin, qu'elle demandait à ségréguer, c'est-à-dire à mettre de côté les votes par correspondance, non pas à ne pas les compter, mais à les isoler. Vous voyez bien que la Cour suprême ne semble pas décidée à arrêter le décompte des voix en Pennsylvanie et encore moins à l'infirmer. Alors, vu d'ici, on a beaucoup souligné le fait que Fox News, qui a été pendant très très longtemps la voix, j'allais dire, de son maître, enfin la voix de Donald Trump, que Fox News avait progressivement lâché Donald Trump jusqu'à assez rapidement, aujourd'hui, donner comme d'autres, comme CNN par exemple, donner Biden
vainqueur. Est-ce que on peut en déduire que une partie importante du camp Trump est résolue à accepter le verdict des urnes? Écoutez, je n'en suis pas certain parce que Fox News, effectivement, en fait, a très vite montré sa volonté de prendre ses distances avec Donald Trump, puisque dès la nuit électorale, très tôt, Fox News a déclaré que l'État de l'Arizona, qui a 11 grands électeurs et qui est un État qui a voté républicain sans discontinuer pour les présidents depuis 1952, que cet État allait basculer pour Biden. Et il paraît, moi en tout cas c'est ce que j'ai lu dans les journaux américains, que cette décision de Fox News a rendu absolument fou Donald Trump à la Maison-Blanche parce qu'il y a vu un lâchage et d'ailleurs il n'avait pas tort. Ensuite, Fox News a retiré son annonce pour finalement remettre l'Arizona, je dirais, au bénéfice de Joe Biden. Alors oui, il y a incontestablement de la part de Fox News la volonté de tourner la parenthèse des années Trump qui lui a aussi valu beaucoup d'ennemis comme média d'information. En ce qui concerne le camp républicain, moi je crois qu'il faut plutôt regarder du côté des parlementaires républicains, des sénateurs, puisque le Parti républicain va, semble-t-il, conserver le contrôle du Sénat, et des congressmen, les élus à la Chambre des représentants. Or là, il faut bien dire que c'est le silence radio presque absolu, y compris au niveau des gouverneurs républicains des États. Pour l'instant, personne ne prend la parole pour dire à Donald Trump qu'il doit cesser sa guérilla juridique et accepter sa défaite, y compris des sénateurs très vénérables du Parti républicain qui ont été réélus, comme Lindsey Graham, par exemple, ou comme Mitch McConnell, qui est le leader de la majorité républicaine au Sénat. Alors, si l'on s'en tient à ce silence des parlementaires américains, on peut estimer que pour l'instant, Donald Trump tient encore le parti, il en tient l'appareil, il fait peur et personne n'ose le défier. Donc, si je comprends bien, c'est du côté des parlementaires et plus particulièrement des sénateurs et des gouverneurs républicains des États qu'il faut avoir, c'est vers eux, sur eux qu'il faut avoir l'œil et sur ce qu'ils vont déclarer si on veut essayer de comprendre que l'hypothèse pour l'avenir est celle de la pacification, ou au contraire celle de l'endurcissement du conflit entre Donald Trump et les démocrates. Alors, vous savez, aux États-Unis, ce n'est malheureusement pas une blague, mais la question que tout le monde se pose, c'est qui va, dans les heures ou dans les jours prochains, rentrer dans le bureau de Donald Trump, le fameux bureau ovale à la Maison-Blanche, et lui dire, Monsieur le Président, vous avez perdu. Qui va dire cela à un chef de l'État qui, pour l'instant, répète par la voix de son avocat, et sans doute va-t-il le faire à nouveau lui-même dans les prochaines heures, qu'il est hors de question de concéder la défaite et qu'il n'a pas perdu puisque cette élection est frauduleuse. Alors, qui va rentrer dans le bureau ovale? Est-ce que ce seront des grands parlementaires, notamment ceux que je viens de citer, les gouverneurs républicains de certains États qui ont été remportés par Biden, on pense notamment au gouverneur républicain de la Géorgie, par exemple, ou à celui de l'Arizona, ou est-ce que, pourquoi pas, ce sera peut-être, je ne sais pas, le chef d'état-major de l'armée, bref, des personnalités influentes de l'appareil étatique américain qui vont en quelque sorte tirer la prise et débrancher Donald Trump. Richard Verly, je vous remercie beaucoup une nouvelle fois de nous avoir éclairé sur ce que vous voyez aux États-Unis et vous rentrez quand? Écoutez, je serai à Paris aux alentours normalement du 20 novembre et j'imagine que d'ici là, beaucoup de choses vont encore se passer parce que Donald Trump, lui, n'a pas du tout l'intention d'être débranché et si on l'entend, il va continuer pendant les 3 mois qui le mènent jusqu'à l'investiture du prochain président prévu le 20 janvier à faire beaucoup, beaucoup de bruit et à donner beaucoup de coups de pied. C'était le sens de ma question, c'était de savoir quand nous allons pouvoir de nouveau vous interroger sur ce qui se passe aux États-Unis. Richard, merci beaucoup. Je vous laisse passer une fin d'après-midi et une soirée que j'imagine professionnellement et personnellement assez agitée. Merci Richard Verly. Merci Philippe.